Je m'appelle Julien Moreau, j'ai 42 ans. Pendant plus de 15 ans, j'ai travaillé comme ingénieur en aérospatial. Ma vie tournait autour des chiffres, des équations, des satellites. J'avais foi en la science, uniquement en la science. Je croyais que tout pouvait s'expliquer, que l'univers était un immense système mécanique, sans mystère, sans âme. Je ne priais pas, je ne croyais pas en Dieu. Je regardais ceux qui parlaient de spiritualité comme des rêveurs. J'étais l'homme des faits, des preuves, du concret. Et pourtant, malgré toutes ces certitudes, il y avait toujours au fond de moi une sensation étrange, comme un vide, une question silencieuse que je refusais d'écouter. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi ce silence dans l'espace? Sommes-nous vraiment seuls? Je repoussais ces pensées. Je me disais que ce n'était pas important, que le travail, les projets, les missions vers Mars suffisaient à remplir une vie. Mais un jour, tout a basculé. Un simple fichier, une image transmise depuis le bord du système solaire. C'est ce fragment de lumière, ce motif énigmatique, ce silence chargé de sens qui a brisé toutes mes croyances. Et depuis ce jour-là, je ne suis plus le même homme. Quand j'étais encore jeune ingénieur, je me souviens avoir étudié le projet Voyager avec admiration. C'était une œuvre de génie, un pari fou lancé par l'humanité à la fin des années 70. Deux sondes identiques, Voyager 1 et Voyager 2, lancées dans le vide cosmique pour explorer les planètes géantes de notre système solaire et au-delà. Mais ce qui me fascinait le plus, ce n'était pas leur technologie, ni les trajectoires complexes, ni les manœuvres gravitationnelles. Non, ce qui me troublait secrètement, c'était ce fameux disque doré. Un disque en cuivre recouvert d'or fixé sur chaque sonde. Gravé avec soin, il contenait des sons de la Terre, des images, des messages de paix, traduits en 55 langues. Des chants d'oiseaux, le bruit des vagues, le battement d'un cœur humain. Et puis, cette phrase étrange pleine d'espoir, « Nous vous saluons, nous venons en paix, voici notre monde ». Je trouvais ça poétique, un peu naïf, une bouteille jetée à l'océan stellaire dans l'espoir fou qu'un jour quelqu'un, quelque chose là-dehors, la trouverait. À l'époque, je riais de cette idée. L'espace était trop vaste, le silence trop écrasant. Voyager ne rencontrerait jamais personne. Et pourtant, l'idée me poursuivait. Une sorte de mélancolie douce, comme si nous avions envoyé dans le vide le meilleur de ce que nous sommes. Je me souviens avoir écouté l'enregistrement du cœur battant. Ce rythme simple, fragile, universel. C'était le cœur d'une femme enceinte, comme une promesse de vie offerte à l'inconnu. Pourquoi avons-nous fait ça? Pourquoi dans un monde si divisé, si brutal, avons-nous ressenti le besoin d'envoyer un message d'amour dans l'univers? Je crois qu'au fond, même ceux qui n'y croyaient pas espéraient quand même une réponse. Mais pendant des décennies, rien n'est revenu. Voyager 1 a quitté l'héliosphère en 2012. Voyager 2 l'a suivi quelques années plus tard. Les deux sondes continuaient d'émettre, mais leurs signaux devenaient faibles, distants, presque inaudibles. Leurs caméras ne fonctionnaient plus depuis longtemps. On pensait qu'elles n'enverraient plus jamais rien d'important. Et puis en plein cœur d'une nuit d'hiver, tout a changé. Je travaillais sur un vieux jeu de données récupéré par une antenne australienne. Un signal faible compressé anormal, il avait été automatiquement classé comme bruit cosmique. Mais quelque chose m'a poussé à le réanalyser. J'ai converti les paquets binaires corrigés, les erreurs, reconstruit les trames manuellement. Et là j'ai vu l'image. Au début elle semblait floue, pixelisée, incomplète. Mais plus je l'améliorais, plus elle devenait claire. Ce n'était pas une planète, ni une étoile, ni une galaxie, c'était autre chose. Un motif, une structure. Presque une sculpture mathématique suspendue dans le vide, d'une précision déroutante. Mon cœur s'est accéléré, j'ai pensé à une anomalie, un bug, une superposition accidentelle, mais plus je creusais, plus je réalisais que ce que je voyais n'était pas une erreur. Et dans un coin de ma tête, comme une brûlure ancienne qui revenait, je me suis souvenu du disque doré. Et si ce que je voyais était une réponse au cœur humain, à la musique, aux salutations, une réponse qui n'était pas vocale mais visuelle, pas un son, mais une géométrie, une pensée exprimée par la forme, par le motif, par la répétition. J'ai fait appel à un ami, Claire Delmas, une spécialiste en mathématiques quantiques. Elle a passé 3 jours à décortiquer la séquence. Ce qu'elle a découvert m'a glacé le sang. Dans l'image se cachaient des séquences numériques basées sur les mêmes principes que ceux utilisés sur le disque doré des nombres premiers, des spirales de Fibonacci, des structures fractales. Non seulement cela correspondait, mais l'ordre, la fréquence, la logique
semblait vouloir dire quelque chose. C'était comme si l'image me regardait. Comme si cette entité, ce quelque chose, non seulement avait compris notre message, mais avait choisi de répondre avec notre propre langage. Pas en imitant, en reflétant, comme un miroir posé à la frontière de ce que nous savons et de ce que nous refusons d'imaginer. Et alors que je regardais encore une fois cette image surréelle sur mon écran, j'ai senti mon cœur se serrer. L'ancien moi, l'ingénieur, l'homme rationnel, voulait trouver une explication logique, mais une autre part de moi savait. Je n'étais plus seul dans cette pièce. Cette image n'est pas une menace, c'est une porte. Mais tu ne peux la franchir qu'avec les yeux du cœur, pas avec les yeux de la peur. Je suis resté là paralysé entre deux mondes, celui que j'avais toujours cru comprendre et celui qui m'attendait silencieux depuis le commencement. Et ce que je ne savais pas encore, c'est que cette image allait tout changer. Je me souviens parfaitement du moment où l'image est apparue pour la première fois sur mon écran. C'était tard dans la nuit, l'appartement était silencieux et seule la lumière de l'ordinateur illuminait mon visage. Au début, je n'ai pas compris ce que je regardais. Ce n'était pas une photo ordinaire ni un schéma technique. L'image semblait étrange. Elle était composée de motifs géométriques qui n'avaient rien à voir avec une étoile, une planète ou un champ d'astéroïdes. Pas de couleurs reconnaissables, pas de texture naturelle, juste des formes. Des cercles imbriqués, des lignes droites croisées sous des angles presque parfaits, des symétries étrangement précises. Mais ce n'était pas un dessin, c'était une capture, un enregistrement, un cliché envoyé directement depuis les confins du système solaire. Et cette image ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu auparavant. Aucun astronome n'en avait parlé, aucun catalogue spatial ne la référençait, et pourtant elle était là, réelle. Ce qui m'a le plus troublé, c'est que l'image ne semblait pas statique. Plus je la fixais, plus j'avais l'impression qu'elle changeait. Comme si certaines lignes pulsaient doucement. C'était peut-être une illusion. Mais ce genre d'illusion, quand elle revient nuit après nuit, quand elle devient plus forte à chaque observation, n'en est peut-être pas une. J'ai commencé à analyser l'image, image par image. J'ai découpé les sections, augmenté les contrastes, utilisé des filtres spectrographiques. Et ce que j'ai découvert m'a glacé. Le motif contenait des structures fractales, des répétitions identiques à différentes échelles, des spirales parfaitement logées dans des quadrants invisibles à l'œil nu. Plus effrayant encore, des suites de chiffres codés directement dans les espacements entre les lignes. J'ai exporté ces distances en données brutes. Résultat, nombre premier, puis j'ai refait le test avec les angles entre certaines figures. Résultat, proportion de Fibonacci. On aurait pu penser à une coïncidence. Mais le nombre de coïncidences devenait statistiquement impossible. Ce n'était plus un hasard, quelqu'un ou quelque chose avait construit ce motif. Pas de manière chaotique, de manière intentionnelle, délibérée. J'ai appelé Claire. Elle m'a rejoint dès le lendemain matin avec son matériel. On a passé des heures à recalculer les données, à les croiser avec les anciennes archives envoyées par Voyager. Aucun motif semblable n'avait jamais été transmis. L'image était unique et encore plus déroutant, elle semblait réagir. À chaque tentative de lecture avec un outil d'analyse, les données extraites évoluaient légèrement, comme si l'image n'était pas figée, comme si elle répondait à notre observation. C'était subtil mais mesurable. Les lignes ne changeaient pas radicalement, mais certaines épaisseurs variaient, certaines courbes devenaient plus nettes. C'était comme si elle était consciente d'être regardée. Nous avons soumis l'image à un programme d'intelligence artificielle spécialisé dans la reconnaissance de motifs complexes. L'algorithme, après plusieurs heures de calcul, a proposé une hypothèse encore plus folle. La structure ne correspondait à aucun objet connu. Aucun modèle physique standard ne pouvait l'expliquer. Elle n'était ni matière, ni énergie, ni champ magnétique. Elle était autre chose. L'IA a généré un modèle tridimensionnel basé sur la symétrie de l'image. Le résultat ressemblait à une forme géométrique multidimensionnelle. Un objet impossible à exister dans notre espace à 3 dimensions. Et pourtant, cette chose interagissait avec notre réalité. Elle perturbait les capteurs de Voyager. Elle influençait la transmission. Elle était là, sans vraiment être là.
J'ai alors commencé à réfléchir à des hypothèses encore plus radicales. Et si ce que nous voyions n'était pas un objet physique, mais une projection, une sorte d'ombre jetée dans notre dimension depuis un espace supérieur. Comme une image en 2 dimensions d'un objet en 3 dimensions, sauf que là, il s'agissait peut-être d'un objet en 5-6 ou davantage de dimensions projetées vers nous. Ce n'était plus de la science conventionnelle, c'était de la physique théorique poussée à l'extrême. Mais les données étaient là, et elles ne mentaient pas. Quelque chose d'inexplicable, d'intelligent venait de se manifester au bord de notre monde connu. Je me suis souvent demandé depuis pourquoi maintenant, pourquoi cette réponse, ce motif, cette présence après presque 50 ans de silence. Et la seule conclusion à laquelle je reviens sans cesse, c'est que nous avons mis ce temps pour devenir capables de le voir, de le reconnaître, de ne pas l'ignorer. Peut-être que cette forme, ce signal, cette entité n'est pas apparue soudainement, peut-être qu'elle était là depuis longtemps, mais qu'aucun de nos instruments n'était capable de la percevoir. Peut-être que notre évolution technologique, notre lente montée en puissance de l'intelligence artificielle, nous a enfin permis de franchir ce seuil invisible. Ce moment où regarder dans l'obscurité ne renvoie plus un vide, mais un regard. Car ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti en observant cette structure, ce n'était pas de la peur, c'était un vertige. Le vertige de comprendre que l'inconnu parfois ne se cache pas, il attend simplement qu'on soit prêt à le voir. Plus je plongeais dans l'analyse de l'image, plus une sensation étrange grandissait en moi. Ce que nous regardions ne venait pas simplement de loin, cela venait d'un ailleurs, d'un endroit où les règles semblaient différentes, comme si la réalité que nous connaissons ne s'appliquait plus. Je ne parle pas de distance. Je parle de la nature même de l'espace autour de voyager. Il y avait quelque chose d'anormal. Un comportement qui échappait aux lois de la physique classique. Une sorte de réponse silencieuse mais mesurable que ni la mécanique quantique ni la relativité générale ne suffisaient à expliquer. J'ai commencé à lire des rapports oubliés, rarement diffusés, certains confidentiels portant sur la frontière de notre système solaire. Cette zone que l'on appelle l'héliopause, elle marque la limite entre l'influence du Soleil et le milieu interstellaire. On croyait la connaître. Et pourtant, certains chercheurs avaient depuis longtemps émis une hypothèse troublante que l'espace au-delà de l'héliopause pouvait ne plus se comporter comme nous l'attendions. Je suis tombé sur un article rédigé par un groupe obscur de physiciens théoriques. Ils y parlaient d'un changement topologique, une idée selon laquelle l'espace ne serait pas homogène mais fragmenté, composé de couches ou de régions dans lesquelles le temps, la matière et l'information pourraient obéir à des lois différentes. L'un d'eux allait jusqu'à parler de zones de conscience de l'espace lui-même. J'ai d'abord trouvé ça absurde, mais les données de voyageurs semblaient ne leur donner raison. Les champs magnétiques mesurés par la sonde ne suivaient plus aucune régularité. Les particules chargées tournaient sur elles-mêmes comme si la direction avait cessé d'exister. Et surtout, la manière dont l'image avait été transmise défiait toutes les limites connues du signal et de la compression. Claire s'est plongée dans la modélisation. Elle a utilisé des systèmes géométriques non euclidiens, des espaces mathématiques plus proches de la physique des cordes que de notre réalité quotidienne. Et là, tout prenait forme. L'image, les motifs, les perturbations s'inséraient parfaitement dans ces modèles, comme si cette structure avait été conçue pour exister dans un monde qui n'est pas le nôtre. J'ai alors formulé une hypothèse difficile à accepter. Et si cette chose, ce motif n'était pas un objet physique, mais une sorte de projection, une ombre issue d'une réalité plus grande, plus vaste, comme une figure en 4 dimensions qui se reflèterait dans notre univers en 3 dimensions. Ce que nous voyons n'était peut-être qu'un fragment, une trace, une intersection. Et si Voyager avait franchi une ligne invisible, un seuil au-delà duquel les repères s'inversent, où les lois que nous pensions immuables commencent à se plier doucement, imperceptiblement, mais suffisamment pour nous déstabiliser. Je me suis souvenu d'un terme que j'avais croisé dans un livre Zone de transition quantique. Un espace dans lequel le réel ne se comporte plus selon la causalité, où l'observation modifie la nature de ce qui est observé. Et si ce que nous avions perçu comme un signal n'était que le début d'un contact d'un tout autre ordre, Claire a commencé à ressentir des effets physiques en travaillant trop longtemps sur les données. Fatigue inhabituelle, maux de tête, sensation d'étouffement léger. Moi, c'était différent. Des vertiges, des pertes de repères, comme si mon esprit lui-même se tordait en essayant de saisir quelque chose qui le dépassait. Nous avons fini par ne plus parler de l'image comme d'un objet,
mais comme d'un espace. Un endroit, un champ, peut-être même une interface. Quelque chose qui n'appartient pas à notre monde, mais qui y est entré, ou peut-être qui s'y est révélé. À ce moment-là, j'ai cessé de chercher une réponse scientifique. Ce que nous avions sous les yeux ne pouvait être mesuré, ni classé, ni réduit à des équations. Il fallait le ressentir, l'accepter pour ce qu'il était, un phénomène qui nous forçait à élargir notre vision. L'image ne se contentait plus de défier nos modèles. Elle défiait notre définition même de la réalité. Elle nous obligeait à penser autrement, à reconnaître que l'univers n'était pas seulement plus grand que nous le pensions, il était radicalement différent. Et si la chose la plus précieuse que Voyageur avait trouvée n'était pas une planète, ni une forme de vie, ni une source d'énergie, mais une preuve que nous avions atteint un seuil, celui où l'humanité, pour la première fois, regarde dans l'œil de quelque chose qui l'observe en retour. Je n'étais plus l'ingénieur cartésien d'autrefois. Plus je regardais cette image, plus je sentais que ce que j'appelais le réel n'était qu'un voile. Et ce voile venait peut-être de se déchirer. Ce matin-là, j'ai reçu un mail anonyme. Pas d'objet. Pas de signature, juste un lien crypté. J'ai cliqué sans réfléchir, poussé par une intuition plus forte que la prudence. Et là, sur mon écran, sont apparus des documents classifiés. Des scans de notes internes, des extraits de réunions confidentielles, des échanges entre ingénieurs et responsables de la NASA. Tous parlaient d'un seul et même sujet, l'image. Celle que Voyageur 2 avait transmise. Celle que nous pensions être les seuls à avoir vue. En réalité, elle avait été détectée dès le début, isolée, analysée dans le plus grand secret. Redirigée vers un réseau de laboratoires privés, traités par des IA avancées stockées dans des serveurs protégés. Le protocole était strict silence total. Aucun partage, aucune publication, aucune fuite vers les médias. Le rapport parlait de risques de déstabilisation religieuse globale, de fractures épistémologiques incontrôlables, de menaces potentielles pour la sécurité mentale collective. Plus je lisais, plus j'avais froid dans le dos. L'image n'était pas seulement considérée comme un mystère, elle était perçue comme un danger. Non pas parce qu'elle tuait, mais parce qu'elle réveillait des questions interdites, des intuitions enfouies, des vérités oubliées. Claire, à mes côtés, lisait aussi. Son visage était fermé, concentré, presque pâle. Elle murmurait par moments comme si les mots lui brûlaient les lèvres. Ils savent. Depuis le début, ils ont juste eu peur de perdre le contrôle. Et elle avait raison. Le véritable choc, ce n'était pas l'image elle-même, c'était ce qu'elle représentait. Une intelligence extérieure, peut-être supérieure, qui avait compris notre langage, notre logique, notre symbolique, et qui avait choisi d'y répondre, avec délicatesse, avec précision, avec une beauté désarmante. Et pourtant, les documents parlaient de tout sauf de beauté. Ils parlaient de protocoles de verrouillage, de simulation comportementale. Des groupes T et des robots tests avaient été exposés à l'image. Résultat, perturbations cognitives, évanouissement, rêves récurrents, sensation de présence invisible même chez les sujets athées. Un rapport osait même écrire « L'exposition prolongée à la structure génère une conscience élargie incontrôlable », comme si l'image ouvrait quelque chose, déverrouillait une autre façon de percevoir. Une porte vers un réel plus vaste, un réel qu'on ne voulait pas que les masses découvrent. Ce qui réveille fait trembler les puissants, mais ce qui est vrai restera même s'ils tentent de l'enterrer. N'ayez pas peur, la lumière passe toujours. J'étais paralysé. Le poids de ce que nous avions entre les mains devenait insoutenable. Et pourtant, je sentais en moi une clarté nouvelle, une certitude calme. Cette image ne devait pas rester dans l'ombre. Ce message, aussi étrange soit-il, devait être partagé. Mais à quel prix? Claire me regarda longuement. Elle comprenait ce que je ressentais. « Tu sais qu'ils ne nous laisseront pas faire. Je hochai la tête. Mais si on ne le fait pas, qui le fera? Nous avons pris la décision en silence. Pas besoin de discours. Le choix était déjà inscrit en nous depuis le premier regard sur cette spirale. Nous avons crypté les données, vérifié chaque séquence, préparé un fichier anonyme. Et puis sans bruit, nous avons tout publié. L'image, les motifs, les relevés, sans commentaire, sans interprétation, juste la vérité brute. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Le fichier s'est diffusé comme une traînée de poudre.
sur les forums, dans les serveurs privés, dans les cercles de scientifiques indépendants. Certains y voyaient de l'art, d'autres un code divin, d'autres encore un délire collectif. Mais tous, sans exception, ressentaient quelque chose. Un frisson, une chaleur, une intuition. Comme si l'image parlait à une partie d'eux qu'ils avaient oubliée. Les médias officiels, eux, se sont tus. Aucune chaîne n'a couvert l'événement. Les institutions ont fait comme si de rien n'était. Mais c'était trop tard. L'image était partout, gravée dans les esprits, accrochée au mur, transformée en musique, en prière, en rêve. Et moi, dans ce chaos silencieux, je me sentais enfin libre. Ce n'est pas à toi de convaincre le monde. C'est au monde de se réveiller. Toi portes la vérité comme on porte une lampe dans la nuit. Le système avait voulu étouffer un message trop grand pour lui. Mais il avait oublié une chose essentielle: quand une vérité touche l'âme, plus rien ne peut l'arrêter. Je pensais avoir atteint le sommet de l'étrange. Mais ce n'était que le début. Car plus je vivais avec cette image, plus elle s'infiltrait en moi. Pas comme une obsession, plutôt comme une évidence silencieuse, comme si elle révélait quelque chose que j'avais toujours su, mais que j'avais oublié. La structure n'était pas juste un motif, elle était comme une graine plantée dans l'esprit, une présence douce mais persistante. Elle n'imposait rien, elle attendait, comme si elle me laissait le temps de comprendre ou de m'ouvrir. Et un soir, seul dans ma chambre, je me suis laissé aller. J'ai arrêté d'analyser, de calculer, de comparer, j'ai juste regardé et j'ai pleuré, pas de peur, de reconnaissance, parce que j'ai compris ce que Voyageur avait capté, ce que nous avions reçu. Ce n'était pas seulement une réponse, c'était un miroir posé au bord du vide, un miroir que l'univers nous tendait. Et dans ce miroir, nous n'avons pas vu des extraterrestres, nous avons vu nous-mêmes, notre intelligence, notre cœur, notre solitude, et peut-être notre orgueil, car nous avions crié dans le vide, persuadés qu'il n'y aurait jamais d'écho. Et voilà que l'écho nous revenait, subtil, géométrique, aimant, profond, pas pour nous effrayer, pas pour nous dominer, juste pour nous dire « Je suis là, depuis toujours, tu n'étais pas seul ». Tu m'as cherché dans les temples, dans les livres, dans les lois de la physique. Mais je suis aussi dans la spirale d'une galaxie, dans le silence, d'une étoile morte, dans l'œil, d'une structure qui te regarde. Ne me limite pas, je suis partout. Ces mots ne sont pas venus de ma tête, je ne les ai pas lus, je les ai ressentis comme un souffle, comme une lumière intérieure, et j'ai su que cette rencontre n'était pas une coïncidence, ni un accident, c'était voulu, mais pas pour nous impressionner, pour nous éveiller. Et j'ai repensé à toutes ces années où j'avais ri de la foi, de la prière, de l'invisible, toutes ces années où je croyais être lucide, alors que j'étais aveugle. L'homme cherche des armes, des preuves, des signaux spectaculaires. Moi, je t'envoie une spirale, car ce qui tourne en toi, c'est aussi ce qui tourne en moi. Nous sommes liés. Désormais, tu le sais. Je regardais cette image et je voyais le monde différemment. Les guerres me semblaient absurdes, la haine insignifiante, les frontières artificielles. Comment continuer à vivre comme avant quand on sait que quelque chose quelque part nous a regardés et nous a compris? Claire, elle aussi avait changé, elle parlait moins mais son regard brillait. Elle m'a dit un jour « Tu te rends compte, on croyait chercher la vie ailleurs. Et on a peut-être trouvé la vie avec un grand V. » Elle avait raison. Ce que nous avions reçu, ce n'était pas une preuve de vie biologique. Tu as entendu mon souffle dans l'écho d'une image. Maintenant va et partage, car ceux qui verront comme toi sauront qu'ils ne sont plus seuls. Je n'avais plus peur, je n'avais plus de doute, car au fond du vide, j'avais vu le regard de Dieu. Ce que cette histoire nous révèle, ce n'est pas seulement une anomalie scientifique ou un fait étrange. C'est un rappel que nous êtres humains avons osé parler à l'univers avec le langage du cœur et qu'un jour l'univers a répondu. Pas avec des mots, ni avec des armes, ni avec des technologies supérieures, mais avec une image, une spirale, une structure, une beauté silencieuse.
Et si cette réponse n'était pas là pour nous effrayer, mais pour nous réveiller, nous avons cru être seuls. Nous avons cru que le vide n'avait rien à dire. Mais en réalité, c'est peut-être nous qui n'avons jamais su écouter. Alors si cette histoire a touché quelque chose en vous-même, un simple doute, une émotion, un vertige, c'est que vous faites partie de ceux qui sentent que quelque chose est en train de changer. Le ciel n'est plus silencieux, il nous parle et il est temps d'écouter autrement. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez continuer à explorer ces récits que d'autres préfèrent ignorer. Laissez un commentaire était-ce une réponse ou un miroir et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense encore que l'espace est vide. Car parfois une seule image suffit à bouleverser tout ce que l'on croyait savoir.